rare, puissante et qui a encore tout son sens. On peut applaudir. Alors on va se mettre là, voilà. D'accord, pas de problème. C'est une belle région, hein. Oui, on a beaucoup aimé. C'est une belle région. Merci. Il a été à Schwarzberg. C'est bien. Alors on prolonge cette séance. À bientôt. Avec Lina. Voilà. Je te laisse prendre le relais. Bonsoir. Donc, merci d'être venu en nombre assister à cette projection. Et merci à ceux qui ont le courage de rester m'écouter. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter un film que je trouve absolument remarquable sur la condition des femmes arabes et l'effacement de leur rôle dans la mémoire collective. Alors, comme l'indique le titre du film, Leïla et les loups, le pluriel les loups, ça renvoie à différentes situations d'oppression. Alors, c'est un film qui est extrêmement riche et qui aborde des questions complexes, donc je ne vais pas pouvoir tout traiter. En revanche, je vais mettre en exergue quelques points qui me semblent importants. Il faut d'abord rappeler que ce film reflète un point de vue féministe militant des années 80, hein, donc un féminisme anti-colonial, aussi par certains aspects anti-impérialiste, qui dénonce à la fois l'oppression coloniale et ce qui va être vécu comme une succession d'agressions israéliennes. Ça, c'est la première forme d'oppression. La deuxième, c'est évidemment toutes les pesanteurs, le poids des traditions et du patriarcat. Donc, dans la mémoire collective, on a tendance à occulter le rôle des femmes qui a été central dans la lutte palestinienne. Or, ce film montre bien qu'elles ont joué un rôle fondamental. Vous avez vu à travers les images qu'elles organisaient des manifestations et étaient également réprimées. Elles menaient des actions concrètes contre les soldats britanniques. Puis, durant la révolte en fait, de 1936, vous l'avez vu, il y a eu une guérilla. Et elles envoyaient des vivres, des munitions, des armes aux maquisards dans les montagnes. Elles inventaient des stratagèmes. Elles prenaient pour prétexte, par exemple, un mariage pour pouvoir se rendre dans les zones de couvre-feu. Elles faisaient montre d'ingéniosité à chaque fois pour pouvoir se déplacer, communiquer et communiquer des informations aux combattants. Alors, cette révolte de 1936, c'est vraiment un épisode traumatique dans la mémoire collective arabe. Parce que dans ce contexte, la répression féroce des autorités coloniales britanniques s'abat, enfin des autorités mandataires si vous préférez, s'abat sur les Palestiniens et déstructure complètement le mouvement national palestinien. Elle le prive de sa direction. Et face à ce mouvement national palestinien qui est désorganisé, vous avez le mouvement sioniste qui, lui, à ce moment-là, s'organise davantage et continue d'édifier des structures. Comme la création, par exemple, en 1941 du Palmach, et vous allez voir, en fait, vous le voyez un peu dans le film, mais vous avez 3 structures qui vont jouer un rôle majeur dans la répression des Palestiniens, la Haganah, l'Irgun et le Palmach, qui vont être responsables de dizaines de massacres de civils arabes entre 1930 et 1948. Alors, le film a quand même une esthétique qui est naïve pour explorer des thèmes qui finalement, comme je vous l'ai dit, sont assez complexes. Donc, il explore ces thèmes à travers un prisme de simplicité apparente. Mais je tiens quand même à souligner le travail de recherche remarquable qui a été fait sur la mémoire collective à travers les chants populaires qu'on continue aujourd'hui de chanter en Palestine et au Liban. Vous avez ce passage dans le film, donc
avec cette exposition qui est organisée à Londres en 1975, donc dans le contexte du déclenchement de la guerre civile libanaise. Et vous avez Leïla, donc dans son échange avec Rafik, son compagnon, elle lui demande « Qu'est-ce que tu as contre les femmes ? Tes photos ne montrent que des hommes. » Donc ici, encore une fois, c'est une scène qui illustre à quel point le rôle des femmes dans la résistance est occulté. Elle entreprend donc ce voyage dans le temps, en Palestine, puis au Liban, pour reconstituer le récit historique et réhabiliter le rôle des femmes, parce qu'elles ont été effacées d'une histoire qu'elles ont contribué en fait à façonner. Elles ont été effacées en raison du poids des traditions, vous l'avez bien vu, dans une société patriarcale, c'est-à-dire dans une société où le masculin incarne la supériorité dans l'organisation sociale et politique, et a cantonné historiquement les femmes dans un rôle de domestique, dans un rôle maternel, dans un rôle de subalterne. Mais ce n'est pas propre aux sociétés arabes. Je vous rappelle qu'en Occident, il y a une littérature abondante sur le sujet qui explique les mécanismes d'invisibilisation des femmes dans l'histoire, même si des changements se sont opérés depuis les années 70, vous avez quand même les travaux d'historiens qui montrent que cette démarche a ses limites. Par exemple, l'historienne Christiane Barr, qui donne la parole aux femmes pour restituer leurs actions tout au long du XXe siècle, montre bien que si les femmes en Occident ont obtenu l'égalité des droits civiques et politiques, elles demeurent hiérarchiquement dominées dans le monde du travail et dans la politique tout particulièrement. Donc lorsque la réalisatrice retrace le rôle des femmes dans le soutien à la résistance, c'est toujours ponctué d'histoires individuelles de femmes. Vous l'avez vu, l'une est battue par son mari parce qu'elle a brûlé la casserole du dîner. Une jeune fille doit quitter l'école pour se marier. Et plus tard, dans le contexte de la guerre civile libanaise, vous avez cette femme qui est abandonnée par son mari, qui prend la décision unilatérale de divorcer alors qu'elle s'employait à coudre des uniformes pour les combattantes au front. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de la guerre civile libanaise et les causes qui ont conduit à son déclenchement, il me semble quand même important d'y revenir pour comprendre les images que vous voyez dans ce film. Je rappelle qu'au début des années 70, Beyrouth va se transformer en caisse de résonance des dissensions interarabes. Toutes ces dissensions vont venir se déverser au Liban par milices interposées. Alors, il y a évidemment une imbrication de facteurs locaux, régionaux, internationaux, mais ce qui a accéléré l'engrenage irréversible vers la guerre, c'est le contexte international et la volonté de liquider la résistance palestinienne au Liban après Septembre Noir en Jordanie. Septembre Noir, donc, je suppose que tout le monde sait que voilà, en Jordanie, la résistance palestinienne a voulu transformer Amman, la capitale de la Jordanie, en Hanoï de la Révolution. La résistance palestinienne a été écrasée dans le sang à ce moment-là et son appareil militaire complètement détruit. Il a été reconstitué au Liban dans le contexte, donc à partir de 69, après l'accord du Caire qui va entériner cette présence palestinienne au Liban et autoriser la résistance palestinienne à mener ses actions depuis le sud-Liban. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ouvrage d'un chercheur qui a été publié cette année, en janvier 2025, et qui montre, en fait, l'implication américaine et le rôle qu'ont joué les États-Unis dans la préparation de la guerre civile libanaise. Il jette vraiment une lumière crue sur ce rôle des États-Unis dans la planification et le déclenchement de la guerre libanaise. Donc, il s'appuie sur des archives évidemment américaines, sur les témoignages de hauts responsables militaires libanais. Il s'appuie également sur d'autres ouvrages comme celui de James Stoker, donc Sphère d'intervention, qui a été publié en 2016. Et il s'appuie sur les témoignages des phalangistes eux-mêmes. Donc, simplement, il nie pas l'importance des causes internes dans le déclenchement de cette guerre civile, mais parce que cette guerre civile est aussi née en fait des tensions régionales entre les partisans d'un accord de paix définitif avec Israël et ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ne voulaient pas d'un accord de paix avec Israël.
Mais au début des années 70, les Américains ont donné des armes donc à l'institution militaire, à l'armée libanaise, pour rééditer le scénario d'un septembre noir au Liban. C'est-à-dire qu'on voulait se débarrasser donc des Palestiniens à ce moment-là, sauf que l'armée libanaise, parce que c'est une armée multiconfessionnelle et qu'elle a des équilibres, il y a des équilibres fragiles, elle n'a pas pu accomplir ce projet. Donc ces armes vont être remises par des militaires libanais aux milices donc, de la droite chrétienne, qui considéraient que l'alliance en fait, entre les forces de gauche libanaises et les Palestiniens comme dangereuse, parce qu'elle allait remettre en cause le statu quo, parce que il y avait un ensemble de réformes qui étaient à ce moment-là en cours, et des réformes contre la bourgeoisie maronite, et la bourgeoisie maronite ne voulait pas justement de remise en cause du statu quo. Donc ils sont faits d'une pierre deux coups, hein, ils se sont débarrassés de la résistance palestinienne, et en même temps on s'est débarrassé aussi du programme de réforme transitoire du mouvement national. Donc les historiens montrent bien que cette guerre civile, finalement, c'est l'option de la droite libanaise et du parti phalangiste. Je vous rappelle que c'est un parti qui voulait instaurer un ordre autoritaire au Liban, dont l'idéologie était ouvertement fasciste. Son fondateur était un grand admirateur de Franco et de Salazar. D'ailleurs, le mot d'ordre du parti, c'était Dieu, patrie, famille. Et les phalangistes ont participé aux Jeux Olympiques de Berlin. Leur répertoire principal, c'était la violence, et ils ont unifié le camp chrétien par le fusil. Donc, la réalisatrice revient sur cet épisode de la guerre civile et sur le rôle occulté des femmes qui ont pris les armes, mais elle grossit aussi un peu le trait. C'est-à-dire que tous les hommes que vous voyez n'étaient pas aussi méprisants envers les femmes. Certains ont épousé plus tard leur sœur d'armes, mais il est vrai qu'à ce moment-là, il y avait quand même des pesanteurs et le poids des traditions. Alors, un autre problème qui n'est pas traité directement dans le film, mais que vous voyez un peu en filigrane, quand on parle quand il y a ce martyr au sol et on vous dit que les martyrs sont les martyrs de tous les Libanais. En réalité, c'est pas simplement le rôle des femmes qui a été occulté de la mémoire collective. Le problème, c'est que l'ensemble de la société libanaise, et je ne le rappellerai jamais assez, n'a jamais obtenu de réparation après un conflit qui a engendré la destruction du pays, la désintégration de la société, la mort de 150 000 personnes, 200 000 blessés et 17 000 disparus. Et la réparation, elle aurait supposé de traduire en justice les criminels de guerre. De nombreuses personnalités issues de la société civile l'ont réclamé à l'ONU. L'ONU ne leur a jamais donné gain de cause. On a toujours refusé la création d'un tribunal spécial pour le Liban. Et non seulement, en tout cas pour juger les criminels de guerre, et non seulement donc ils n'ont jamais obtenu réparation, mais en plus les chefs de milice qui sont responsables de tous ces crimes de guerre ont pu ensuite troquer leurs armes contre des fauteuils de ministres ou des sièges de députés et s'allier aux milices du capital. Quant à l'histoire de la guerre civile, les Libanais n'ont jamais pu produire un récit commun pour l'enseigner. Les mémoires sont restées plurielles et concurrentielles. Finalement, ce qui est intéressant dans le film, il y a deux points importants, dans le film de la réalisatrice, c'est qu'elle montre des femmes engagées dans la résistance, dans les luttes, dans les conflits, qui sont en même temps prisonnières, donc en quelque sorte des traditions, des pesanteurs, du poids du patriarcat, mais c'est aussi cette image des femmes vêtues, donc vous les voyez avec une abaya noire et qui portent en fait un niqab, qui ont le statut de témoin qui regardent. Un peu le même statut que le personnage culte de Handala, qui a été créé par le dessinateur Najil Ali, assassiné en 1987. Vous le savez, le nom et la représentation de Handala provient d'une plante aux fruits extrêmement amers, qui pousse dans le désert syrien, et avec cette symbolique du peuple palestinien regardant avec amertume la situation. C'est un peu le même statut qu'on retrouve avec les femmes témoins, ces femmes conscientes, qui incarnent un peu la conscience du monde arabe, qui à la fin
se lève et se dirige vers la mer, symbole d'infini et de liberté. Le deuxième point important, c'est que ce film demeure d'une actualité brûlante. Dans la guerre qu'a menée Israël à Gaza, les femmes ont joué un rôle fondamental pour résister au génocide et assurer les conditions de la survie. 90% de la bande de Gaza a été détruite. Les habitations ont été rasées. Les Palestiniens se faisaient tuer dans les files d'attente pour obtenir de l'aide humanitaire. Le tout dans un contexte de famine orchestrée où il n'existait plus le moindre service. Les Palestiniens en étaient réduits à vivre dans une tente parmi les gravats, avec des maladies entourées d'animaux sauvages, d'insectes qui véhiculent des maladies, sous les bombardements constants. Et c'est dans ce contexte apocalyptique que les femmes s'occupaient de réaménager l'espace, d'assurer les conditions d'une survie dans un espace qui a été littéralement dévasté. Elles s'occupaient de la famille au sens large et elles étaient un pilier de la communauté dans un contexte où l'enjeu est devenu la survie. Parce que c'est ça le basculement qui s'est opéré avec le 7 octobre. Avant, on était dans ce qu'on pouvait qualifier de policide, c'est-à-dire dans la destruction intentionnelle et méthodique des conditions d'existence de la société palestinienne et de ses moyens de résistance politique, pour l'empêcher évidemment d'édifier un État, par la dépossession foncière et la destruction donc, des biens qui a été constante depuis 1970, par la répression systématique par l'armée israélienne des multiples formes de résistance, y compris les plus pacifiques, hein, tout était qualifié de terrorisme, la dépendance totale de l'économie palestinienne à l'égard des Israéliens, qui contrôlent donc tout le réseau de transport, grignotent les terres cultivables, s'arrogent l'essentiel de l'eau, exercent leur tutelle sur tout ce qui relève des exportations, l'absence de liberté de circulation des Palestiniens sur leur propre territoire, et l'autre élément important, comme l'a démontré Jeff Halper, l'utilisation des territoires palestiniens comme terrain d'essai pour le développement d'armes, de systèmes de sécurité et de modèles de répression et de surveillance des populations. L'occupation était en quelque sorte devenue le champ d'expérimentation des nouvelles technologies de la surveillance et de la répression. C'est pour ça que l'auteur avait forgé le terme de matrice de contrôle pour décrire la manière dont Israël utilisait Gaza et la Cisjordanie pour dynamiser son propre secteur technologique. Et ça rejoint l'analyse qui a été faite par notamment le sociologue Mathieu Rigoust. Après le 7 octobre, on passe d'un policide à un génocide, c'est-à-dire à l'élimination concrète et intentionnelle des Palestiniens. Il ne s'agit plus seulement de détruire leurs conditions d'existence, leurs moyens de résistance politique, il s'agit de les éliminer physiquement, par les bombardements à grande échelle de zones résidentielles, par la destruction de toutes les infrastructures, par la famine organisée, par le fait d'ouvrir systématiquement le feu sur des rassemblements de réfugiés et des colonnes de déplacés. Or, les moyens pour les femmes de résister au génocide, c'était de devenir un acteur essentiel dans la bataille pour la survie. Les femmes palestiniennes sont l'illustration poignante d'une soif de dignité et d'un modèle de résilience, parce qu'elles ont tenu debout malgré toute la destruction qui les entoure. Les témoignages abondent sur ces mères qui ont enterré leurs enfants, mais ont la responsabilité de nourrir les survivants, sur les épouses qui ont perdu leur conjoint et sont devenues le seul support de leur famille, sur les petites filles qui grandissent sous le fracas des bombes, sur ces femmes qui, sur les décombres de leur maison, allumaient des feux pour cuisiner, qui ont continué à donner une éducation aux enfants dans les tentes de fortune, sur les femmes journalistes qui, au péril de leur vie, ont couvert la guerre à Gaza. Et d'ailleurs, le film de Iyad El-Astal, dans l'honneur de Gaza, retrace la vie de l'une d'entre elles, hein, parmi d'autres témoignages. Les femmes médecins ou infirmières qui, au cours de ces derniers mois, mouraient littéralement de faim tout en essayant de sauver des vies. Les femmes palestiniennes qui, dans leur ensemble, ont enfanté dans des conditions absolument inhumaines, ont élevé leurs enfants dans la résilience, la patience et l'espoir d'une vie meilleure, en vivant intérieurement l'angoisse à chaque instant de perdre leurs enfants sous les bombes, sous les balles ou par manque de soins. Le rôle, et je m'arrêterai là, le rôle des femmes palestiniennes à travers l'histoire me rappelle finalement ce dicton:
mexicain qui a été popularisé par Ernesto Cardenal, l'une des figures de la théologie de la libération, qui a été ministre de la culture après la révolution sandiniste. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Merci. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et nous pouvons engager une discussion autour du film ou sujet un peu plus, un sujet d'actualité. Oui. Je reviens, bon, je suis un peu désolé parce qu'on a le repas là. Enfin, je suis avec vous quand même, et j'ai bien aimé. Je reviens sur la dernière image qui semble une allégorie de ce que le duel entre les Palestiniens et l'Église catholique. Ils ont eu trois, je n'ai pas bien vu. La dernière image. Oui. Dans ce film, là. Oui. Les squelettes avec une croix, je crois, hein, et qui ballottent cette Palestinienne. Quel Oui. sens vous donnez à ça? Moi, pour moi, c'est le rôle qui a été joué par les milices de la droite chrétienne au Liban, qui ont finalement voulu se débarrasser du problème palestinien, qui ont été jusqu'à, sous la présidence d'Amin Jmaïl, signer un accord de paix avec Israël, accord de paix qui n'a pas été reconnu au Liban. Mais enfin, pour moi, ça renvoie fondamentalement au rôle qu'a joué donc, le parti phalangiste au Liban, donc le parti dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'inscrivait donc dans cette idéologie fasciste, qui était admirateur donc, de Franco et qui a toujours défendu l'idée de la famille, de la patrie et de la religion. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, puisque c'est les responsables du déclenchement de la guerre civile au Liban pour se débarrasser du problème palestinien. Même si la guerre civile a des causes plus complexes que simplement la présence palestinienne au Liban. Oui. Mais c'est mon interprétation. Hein. Subjective. Oui, merci pour tout cet éclairage historique très précieux parce que c'est tellement complexe qu'on ne sait plus trop quand ça a commencé et on sait que ça continue et que ça risque de continuer. Je ne le souhaite pas. Moi, je reviens au cinéma. Je voudrais souligner vraiment le rôle de pionnière de Heinis Rohr. Ce film qu'on voit aujourd'hui restauré, comment dire, c'était plus qu'un pari. Elle a lutté d'abord contre sa propre famille, parce que, oserais-je le dire, Heinis Rohr, qui est libanaise, Oui. est d'une famille de confession juive. Tout à fait. Il faut le dire. Donc, on voit ce que peut faire une femme très courageuse. Deuxièmement, elle a triché un peu avec sa famille pour venir faire des études en France, à Paris. Elle a eu la chance, à Paris, de rencontrer des hommes formidables. Il y en a aussi, comme Jean Rouge, comme le grand cinéaste documentariste Jean Rouge, qui nous a fait découvrir l'Afrique à travers son cinéma et qui nous a fait découvrir aussi des cinéastes africains. Voilà. Et troisièmement, sur l'aspect, comment dire, le plan final sur la danse des morts, la danse macabre, sur un air de tango en plus, qui n'a rien à voir avec le Moyen-Orient, ce qui est sans doute très ironique de sa part. Moi, ça me fait penser un peu à Buñuel, notamment au premier film surréaliste, au premier film de Buñuel de la période surréaliste, qui
réalisé avec Salvador Dali, où il a utilisé aussi ces masques de mort. Voilà mes remarques sur le plan cinéma, mais soulignons combien cette cinéaste est exceptionnelle, pas seulement pour l'histoire politique, mais pour l'histoire des femmes tout court et des femmes cinéastes que l'on comptait en 1980 encore sur les doigts. Allez, sur les doigts de la main ou sur les 10 doigts et 2 mains. Voilà, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Eh bien, on va clôturer. Merci Lina pour cet éclairage très précis dont on a besoin, parce qu'on sent quand même toute la complexité qui existe et qui a évolué ces dernières décennies sur ce territoire qui est le Moyen-Orient. Donc je te remercie beaucoup et je vous remercie également et j'espère vous revoir et on se dit à très bientôt. Merci Lina. Merci.